On va démarrer par les 30 secondes de presse protocolaire. Donc Samuel Durand, avec le coup bloqué, qui es-tu? Oui, désolé, n'y voyez pas un manque de respect pour ceux qui sont à droite. Je me suis coincé le cou en jouant au tennis ce week-end, donc je vais essayer de regarder droit devant moi. Qui suis-je? Je m'intéresse aux transformations du travail depuis 3-4 ans maintenant. J'ai commencé en réalisant une Learning Expedition pour m'intéresser à la relation entre les indépendants et les grands groupes. C'est peut-être pour ça que je suis là. Et en rentrant de ce périple de 6 mois, j'ai rédigé un rapport d'études de 250 pages. C'était très intéressant, mais je me suis rendu compte que c'était pas ludique du tout, que c'était un format qui était peu digeste, et je me suis mis à faire des formats beaucoup plus sympas, comme des documentaires et des bandes dessinées qui racontent la transformation du travail. Il y en a eu 2 qui parlaient un petit peu de tous ces sujets de quête de sens, et puis le nouveau qui arrive dans un mois parle de notre rapport au temps de travail. Donc oui, tu fais des documentaires, à chaque fois tu vas explorer un grand thème du futur du travail. Tu peux nous parler peut-être des 2 premiers, quels étaient les thèmes ou les angles? Merci Lucie. Le premier s'appelait Work in Progress. On l'a écrit juste avant la pandémie. On l'a tourné pendant le tout début de la crise Covid. Il est sorti en 2021, je sais plus, 21. Et en fait, c'était un documentaire où on essaie de se dire qu'on peut s'éclater de plein de façons différentes. En tant qu'indépendant, en tant que salarié, au sein de collectifs, de communautés, en tant que créateur de contenu, qu'il y avait plein de façons de s'éclater dans son travail et de montrer une image assez positive du travail. Et le deuxième, Why do we even work, qui pose 2 questions. La première est dans le titre, pourquoi est-ce qu'on travaille? Et la deuxième, pourquoi est-ce qu'on rejoint une organisation plutôt qu'une autre, s'interroge sur nos leviers de motivation. Et avec à chaque fois le fil rouge, qui est de dire, on pose une question qui est philosophique. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'il faut travailler moins? Et en même temps, on essaie d'avoir des concepts qui sont très actionnables. Je sais que ça te parle, Valentin, le concret. Et d'avoir des méthodologies qui sont réplicables aussi, d'aller voir des bonnes pratiques qui existent déjà dans certaines boîtes, un peu partout dans le monde, et aussi un côté quête initiatique. Et de partager ces bonnes pratiques-là de retour en France. Ok. Moi, j'aime bien te présenter un peu comme un explorateur de tout ce qui se passe dans le monde du travail, au sens large. Ça me parle. Notamment avec un point de vue un peu de... Enfin, tu t'adresses beaucoup aux DRH, parce que c'est des gens qui se questionnent beaucoup sur qu'est-ce qui se passe dans le travail, comment est-ce que je retiens mes talents, comment est-ce qu'ils vont en télétravail, est-ce qu'ils travaillent 4 jours plutôt que 5 jours. Ce sont des sujets qu'on va aborder dans le prochain documentaire, effectivement, Valentin. Et du coup, ma première question, c'est... donc toi, tu es un peu en veille sur tous les gros sujets liés au futur du travail. C'est quoi le sujet un peu hot du moment? Quel est le sujet qui occupe les DRH? Qu'est-ce qu'elles lisent comme article? En 2020, c'était un peu le sujet, comment est-ce qu'on fait pour faire bosser les gens en remote? À quel point est-ce qu'ils doivent être à distance? Je sais qu'il y a des sujets en ce moment du type semaine de 4 jours. Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie aujourd'hui sur le UK. Il y a le résultat de ce grand test sur la semaine de 4 jours, qui est très concluant d'ailleurs, qui a bien fonctionné pour toutes les boîtes qui l'ont testé dans tous les secteurs. Non, mais pour revenir à ta question, j'ai l'impression que c'est tout le temps le même sujet, juste il est marketé différemment. C'est vrai que c'est un sujet de talent. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour recruter. Il y a depuis quand même quelques années maintenant une inversion du marché où ce sont les entreprises qui recherchent des talents, que ce soit des indépendants ou des salariés d'ailleurs, plus que des salariés ou des indépendants qui se battent pour obtenir des jobs auprès des boîtes. Et donc on est toujours dans ce même sujet. Il y a eu effectivement tout un enjeu de télétravail. Aujourd'hui on parle beaucoup de la réduction du temps de travail aussi. Soit parce qu'on va en finir avec le présentéisme, soit parce qu'on va penser à une nouvelle organisation comme la semaine de 4 jours que tu as abordé. Effectivement, ces sujets de réduction du temps de travail, je pense que ça parle beaucoup. Mais plus que ça, en fait, parce que ça reste quand même un peu pour enrober, j'ai l'impression. C'est comment est-ce qu'on fait pour recruter des gens dont on a besoin, parce qu'il y a toujours ces sujets de pénurie de talent, sur plein de métiers d'ailleurs. Pénurie de bons talents sur des métiers qu'on connaît bien, et pénurie de talents sur des métiers de data, de dev, tout le temps, on en manque à longueur de journée, dans toutes les boîtes. Tout simplement parce qu'il y a une concurrence qui est mondiale, et une concurrence aussi qui est entre toutes les entreprises. Donc les grands groupes se sont mis à recruter massivement aussi plein de profils avec lesquels bossaient avant, les startups uniquement, ne serait-ce que sur les indépendants typiquement. Si on prend ce sujet des indépendants, je ne sais pas si vous vous rappelez en peut-être 2018, je dirais 2017, quand l'écosystème freelance a commencé à se créer, où on avait plein d'outils, de services qui étaient à destination des freelances, qui étaient déjà créés, des banques, des plateformes, des espaces de cowork, des outils de facturation, plein de trucs comme ça. Il y avait déjà un marché côté indépendant, mais côté entreprise, on en manquait énormément. En fait, il y avait un manque de maturité gigantesque de la part des DRH sur les indépendants. Quand ils faisaient appel à un indépendant, c'était plutôt un choix par défaut. Un choix parce qu'on ne trouvait pas de salariés sur le sujet, et donc
on se disait, bah, on va attendre de trouver, pendant quelques mois, on va faire. Et puis en fait, c'était même pas dit, c'était un peu une honte de le faire. De dire, je vais faire un freelance, quoi, mais ne le dites pas trop fort. Dans les services des RH, ils voulaient pas trop le dire. Et ils savaient d'ailleurs même pas tellement combien il y avait d'indépendants. Et le gros changement, je dirais que depuis le Covid, ça s'est accéléré énormément. C'est que la guerre de talents s'est faite tellement forte, qu'il y a une telle pression qu'ils ont commencé à ouvrir les vannes et à travailler massivement avec des indépendants. Et ça, je crois que c'est un gros changement, ce sujet de gestion des talents. Ok, hyper intéressant. Alors, il y a plein de sujets qu'on peut déballer et on peut aller dans plein de directions. J'ai envie de t'interroger un peu sur le premier sujet. On a effleuré un peu le sujet, mais c'est... On a un espèce de discours dual sur il faut travailler plus et en même temps on parle de la semaine de 4 jours. Ouais. Ouais. Bah ouais, je sais pas, je te laisse continuer. Quelle est ta question, Valentin? T'inquiète, je l'ai. Non, mais c'est vrai que tu as raison. En fait, il y a à la fois il y a ce sujet de réduction du temps de travail, mais en même temps, le slashing il est aussi motivé pas que par des questions de quête de sens, mais par des besoins financiers de gagner plus, ne serait-ce que par le contexte économique dans lequel on est. Ce sujet de réduction du temps de travail, il est intéressant parce qu'en fait c'est quelque chose d'historique. Le progrès, historiquement, au siècle dernier, on réduisait le temps de travail, on réduisait le temps de la journée, on augmentait le nombre de vacances, le temps de repos. Cette réduction du temps de travail, elle a continué à être croissante tout au fil du siècle passé, et elle a stagné un petit peu depuis 20-30 ans. Et là, on a ces nouveaux discours, effectivement, de réduction du temps de travail à fond, avec la semaine de 4 jours, qui passe de mieux. Alors, la semaine de 4 jours, et aussi le fait de se dire, bah non, je bosse sur un projet, je bosse pas autant. En fait, mon salaire, il sert à quoi? Est-ce que mon salaire, c'est juste ce qu'on me donne pour que je me pointe tous les jours, toutes les semaines, et que ça me suffise? Ou est-ce que c'est la récompense pour la juste valeur que j'ai créée? Et en fait, on va de plus en plus quand même vers ce sujet de valeur, de se dire, bah non, en fait, si je m'organise différemment pour bosser moins longtemps, je suis capable de quand même être payé le même salaire. Et donc, pareil, voilà, la semaine de 4 jours, on réduit le temps de travail. Après, la vraie question, est-ce qu'on travaille trop? Bah, la vraie question, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que c'est que le travail déjà? Parce que si le travail... Moi, il y a un exercice que je fais là depuis 2-3 mois qui est assez marrant. J'ai pas encore le résultat d'ailleurs, enfin qu'on se reparle dans quelques semaines, où je mesure tout ce que je fais. Et je me suis fait... j'utilise un outil qui est cher à mon ami Alexis. C'est l'outil Toggle pour mesurer mon temps de travail. Je sais qu'Alexis, c'est son outil préféré. Et avec le plan de 90 jours. Et là-dessus, en fait, Toggle, moi j'ai créé 5 labels. Est-ce que c'est une activité qui est rémunérée? Est-ce que c'est une activité qui me coûte, qui me demande un effort? Est-ce que je suis sur du temps de production? Est-ce qu'il y a un temps d'écran? Et en fait, j'ai comme ça 4-5 labels. Et l'idée étant de me dire, en fait, selon la définition du travail que j'ai, je ne travaille pas le même nombre d'heures. Peut-être que si on prend en compte simplement l'activité rémunérée, je travaille peut-être que 6 heures par semaine. Par contre, le temps de production, peut-être 20 heures par semaine. Et le temps devant l'écran, peut-être 110 heures par semaine, je sais pas. Après, les frontières sont très floues. Et les frontières la production te permet d'être rémunéré aussi après. Ouais, mais alors quand je compte rémunéré, c'est très concrètement, est-ce que je suis payé pour ça? Donc quand j'écris un article, je suis payé sur le temps d'écriture de l'article. Quand j'écris des trucs pour LinkedIn, je peux payer, même si ça m'amène ensuite des conférences qui vont être payées, par exemple. Du coup, se dire qu'en fait, en fonction de la définition du travail qu'on va prendre, on va avoir un temps de travail qui va être très différent. Et la vraie question à se poser, c'est juste comment est-ce que moi j'ai envie de définir mon travail. Et en fonction de ça, derrière, on peut se dire, est-ce qu'on travaille trop ou pas assez? Moi, personnellement, j'ai tendance à me dire que je peux encore travailler un peu plus. C'est très intéressant, mais est-ce que c'est pas juste des réflexions de CSP+? C'est intéressant ce que tu dis là. Non, je pense pas. Je pense que c'est des réflexions... Est-ce que quelqu'un qui va à l'usine, il peut se dire ça? Ou qui a un travail parfaitement... Ouais, il peut se dire ça justement, et même encore plus d'ailleurs, quand on voit les sujets sur la retraite en ce moment, en fait, moi je me demande combien de syndicalistes véhéments qui sont aujourd'hui dans la rue pour se battre, pour garder la retraite à 62 ans, si on leur proposait une semaine de 4 jours, combien accepteraient de dire ok, moi je bosse jusqu'à 64 ans, par contre, semaine de 4 jours toute ma carrière. Je me pose sérieusement la question, et justement, tu vois, dans le prochain documentaire, on a été voir LDLC, qui est une boîte lyonnaise, qui est la plus grande boîte au monde, qui a mis en place de façon définitive la semaine de 4 jours. Ils ont plus de 1000 salariés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont 3 types de métiers. Ils ont globalement des gens dans le tertiaire, ils ont des gens en boutique, des vendeurs, et puis ils ont aussi des gens dans des entrepôts, des logisticiens. Donc ils ont toute une palette de gens qui sont plus ou moins qualifiés. Et pour le coup, ça a été bénéfique, cette réduction du temps de travail pour tout le monde. Ça a été certainement mieux vécu encore par ceux qui ont un travail dont la pénibilité est reconnue.
mais il y a des gains de productivité et une augmentation de l'équilibre, du bien-être, du bonheur au travail, dû au temps de repos qui a été augmenté, qui a été aperçu pour tout le monde en fait. Et ça, c'est un vrai sujet à mon avis. Ces questions de quête de sens, ça serait une erreur de dire que ça ne concerne que des gens qui peuvent se permettre de poser la question. En fait, même quand tu fais et je pense que même l'épanouissement au travail, il ne dépend pas de ton job. C'est sûr que c'est plus facile de se poser la question si tu as du temps pour te poser la question plutôt que quand tu bosses. Alors, moi, j'ai une image en tête qui est très puissante, qui me remonte à un petit moment maintenant. J'allais au collège en prenant le bus tous les matins à Valentin. Et le matin, j'avais un chauffeur qui faisait la gueule, qui n'était pas heureux. Ça se voyait qu'il était triste d'être là. Vraiment, il s'engueulait tout le temps avec les gens sur la route, il s'arrêtait au milieu de la route parfois pour aller gueuler sur des bagnoles. Bon, c'était des bouffons, quoi. Le soir, même trajet dans l'autre sens, on avait un gars qui nous connaissait tous, qui nous checkait le matin, qui prenait le temps de discuter. Le bus était en retard du coup parce qu'il discutait, pas parce qu'il y avait des bouffons. Et en fait, ils font le même job, juste il y en avait un qui avait décidé de kiffer sa vie et l'autre pas trop. Je pense que c'est un équilibre et on est sur des métiers, tu vois, qui sont pénibles en réalité de conduire des bus. Et la quête de sens, elle est juste plus large que juste est-ce que j'ai un métier de CSP+, qui me permet de me poser des questions à mon avis. Alors, je garde ma casquette de cynique pour une autre question. Est-ce que ce truc de semaine de 4 jours, c'est pas aussi un moyen déguisé d'augmenter la productivité ou de demander plus de choses? En disant, ok, tu vas travailler moins, par contre, tes 4 jours, en fait, ils vont être blindés. Et tu vas finir à 20h tous les soirs. Alors, ça dépend justement de comment tu fais la semaine de 4 jours. Et c'est intéressant que tu poses cette question-là parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Je reprends l'exemple de LDSC qu'on a été voir, mais on a aussi été voir une autre entreprise qui s'appelle Buffer qui est mis en place. Ils sont passés à la semaine de 4 jours, mais ils ont réduit le temps. LDLC, on est passé de 5 jours 35 heures à 4 jours 32 heures. Buffer, ils sont passés de 5 jours 35 heures à 4 jours 30 heures. Il y a ce qu'on appelle le modèle belge, qui est le modèle de la compression, où là, on réduit le nombre de jours, mais on ne réduit pas le nombre d'heures. Donc effectivement, tu finis une journée plus tard. Là, ça peut être un peu plus hypocrite, et je pense que... Alors, tu as quand même des bienfaits, à mon avis. Mais encore une fois, en fait, si tu vas au bout de la réflexion, même tu vois, si on prend Buffer, en réalité, tu ne contrôles pas le temps de travail. Juste, tu fonctionnes en mode projet, et si tu vas au bout de la réflexion, alors tu as des métiers dans lesquels, effectivement, tu es vendeur en boutique ou tu es un logisticien dans un entrepôt, oui, ton temps de travail, c'est quand tu es sur le lieu de travail. Mais sur les métiers du tertiaire, en réalité, si tu vas vraiment au bout du truc, tu contrôles plus le temps de travail, et juste on n'a pas précisé, mais juste quand on parle de semaine de 4 jours, on maintient le même salaire aussi. C'est pas réduire le temps de travail et réduire aussi le salaire, on maintient le même salaire. Et donc là-dessus, non, je pense que c'est pas une forme d'hypocrisie, c'est à chaque fois motivé plutôt. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que c'est jamais une revendication. Tu vois jamais d'ailleurs dans les débats sur les retraites, les syndicats qui te disent nous on aimerait la semaine de 4 jours, et ils te disent juste on veut la retraite à 62 ans. Et par contre, c'est même pas quelque chose qui est demandé par les syndicats d'entreprise. La légende d'ailleurs raconte que chez LDLC, quand Laurent, le patron, l'a annoncé, la responsable du syndicat s'est étranglée avec son chewing-gum le jour de l'annonce. Elle a bégayé, elle s'est dit qu'est-ce que tu me rappelles? En fait, c'est pas un sujet de lutte, tu vois, c'est même pas quelque chose, c'est même pas une revendication, quelque chose qui est demandé. Donc je pense que c'est plutôt à chaque fois pris comme une bonne nouvelle. Et après, il y a tout un enjeu d'accompagnement. C'est-à-dire que si on te dit demain tu passes à la semaine de 4 jours, mais qu'on t'accompagne pas sur la façon de t'organiser, on te dit tu as toujours autant à faire, les objectifs sont les mêmes, c'est très complexe. Ce qui fait que ça fonctionne et qu'il y a l'adhésion de chacun, parce qu'au début, il y a des gens qui vont être anxieux, qui vont se dire mais en fait, oui, mais j'ai déjà du mal à faire ce que je fais en 5 jours, comment je vais le faire en 4, avec encore moins de temps. C'est juste que tu prends conscience aussi de la valeur du temps de chacun, tu élimines les réunions qui sont superflues, tu deviens plus polyvalent. Tu te rends compte aussi que sur une journée de 7h ou 8h, t'es pas productif 7h ou 8h, t'es productif peut-être 2-3 heures où t'es vraiment dans le truc. Ouais, et puis même le vendredi après, en vrai, qui bosse, tu vois. C'est le genre de truc où tu te dis, tu peux déjà gagner du temps, quoi. Le vendredi, pourquoi pas. On a beaucoup de freelance aujourd'hui, et ce truc de rapport avec les grands groupes, il est intéressant. Ouais. Tu disais qu'il y a quand même une avancée hyper positive dans le sens où les grands groupes bossent avec des freelances, sont habitués, le font de plus en plus. À quel point c'est le cas et à quel point est-ce qu'il reste pas encore des barrières ou à quel point elles sont pas encore à l'aise, tu vois? C'est quoi l'état un peu des relations aujourd'hui? Moi, quand je parle avec des boîtes listées au CAC 40, avec des TRH, ils parlent avec les freelances maintenant et il faudrait demander à Little Peak, mais je crois que le dernier chiffre que j'avais vu, c'était que plus d'un tiers du CAC 40 bossait avec des plateformes de freelance. C'est-à-dire qu'avant, ils bossaient déjà avec des indépendants, mais tu vois, sur des formats, des gens extérieurs, mais c'était sur des formats ESN. Ils appellent à des freelances, quoi. Entreprises de services du numérique, en fait, c'était souvent délégué à des freelances, mais la boîte le savait même pas.
Mais là, par contre, tu passes alors, à travers des plateformes ou même en direct, tu vois. Et les process se sont carrément améliorés aussi. Hein. Même moi, en tant que freelance, quand je vois comment je me fais référencer dans des grands groupes aujourd'hui versus ce que j'ai fait, il y a un process, j'avais fait 3 ans, une boîte de luxe, conférence, 1 heure, je me suis dit, mais je vais jamais me faire payer, tant pis, je m'endors sur mon truc, je ne prends pas mon billet, je m'en fous. C'était tellement long, genre il y avait 6 heures pour se faire référencer, il t'envoie un truc, un PDF. Hein. Aujourd'hui, ça va super vite en fait. Et parce qu'ils sont habitués tout simplement. Avant, ils ne voulaient pas le faire et ils bossaient avec quelques freelances sans le savoir. Aujourd'hui, ils se sont mis à sérieusement le faire. Je te donne un exemple de comment une boîte peut-être s'est transformée sur le sujet que j'avais étudié pendant ce tour du monde. 3 exemples, et peut-être une boîte qui était la plus en avance sur le sujet que j'ai vu, c'était Microsoft à l'époque. Microsoft, ils se sont dit, nous on bosse avec plein de freelances, sauf qu'on ne sait pas tellement comment le faire, et puis surtout il y a un enjeu de dire, ils ont des accueils qui sont différents en fonction de la personne qui va les gérer, parce qu'il n'y a pas une politique commune de collaboration avec les freelances. Donc ils ont commencé à faire des tests en disant, comment est-ce qu'on peut améliorer les processus à l'échelle de un petit département, 2-3 petits départements. Ils ont pris comme ça, je crois, une dizaine d'équipes et quelques petites centaines de freelances. À l'échelle du groupe, c'est déjà costaud. Et en fait, ils ont commencé à tester. Rapidement, au bout de quelques mois, ils ont vu des processus qui ne fonctionnaient pas, et ils les ont changés, ces processus-là. Et en changeant les processus, ensuite, ils ont généralisé au reste de la boîte. Ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, ils ont créé un outil de collaboration avec les freelances qui vendent à d'autres entreprises. Et ça, c'est une boîte qui, il y a 3-4 ans, ne savait pas bosser avec les freelances ou le faisait de façon très hétérogène, alors qu'aujourd'hui, c'est certainement une boîte qui a le processus le plus homogénéisé. Et ça, c'est en France de la même façon. Ouais. J'ai encore 2 questions pour toi, et après, on pourra peut-être prendre des questions du public. C'est un sujet qu'on a parlé avant et qui t'est cher en ce moment, c'est est-ce que les freelances sont condamnés à devenir des entrepreneurs? Est-ce que quand tu es freelance et que tu vends tes compétences, exactement ce qu'on disait avec Alexis tout à l'heure, est-ce que tu es condamné à un moment de ne plus vendre tes compétences? Ouais, je pense que oui. Mais si on prend l'exemple déjà de nos 3, tu vois, ce que je connais bien, hein, ton business, celui d'Alexis et le mien, on a tous commencé en vendant des missions. Alors on n'a pas beaucoup vendu autant, mais on vendait au projet. Et en fait, derrière, tu finis par passer sur tes propres projets. Je pense que ça vient de plusieurs choses. Alors, tu as toujours des freelances qui restent freelance et la marge, c'est d'augmenter le prix et de devenir plus sélectif dans les clients aussi. Mais en réalité, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que tu as aussi une petite lassitude de devoir toujours recommencer à zéro. C'est à la fois quelque chose qui est très excitant, d'être curieux, de voir plein de trucs, mais en même temps, tu te dis, ok, mais il faut que je réaborde mon client, il faut que je recommence un peu tout le process, que je lui explique comment je fonctionne, comment est la mission. Et puis après, tu as aussi un enjeu financier. Tu vas te dire, en fait, si tu veux gagner de l'argent, effectivement, à un moment donné, passer de 5 à 6 chiffres et peut-être de 6 à 7 chiffres, en fait, il faut arriver à avoir des trucs récurrents aussi, escalables, ce que tu peux pas avoir quand tu vends ton temps. Donc je pense que c'est pour ça que, après, tu parlais d'eux, c'est pas forcément soit l'un soit l'autre, tu peux garder une activité de freelance où tu vends ton temps, ou en tout cas tu vends ton projet, et tu montes tes propres projets aussi, c'est ça qui est excitant. Et autour de moi, effectivement, moi je vois de plus en plus de développeurs qui finissent par monter leur propre app, de graphistes qui se mettent avec d'autres graphistes, qui créent leur propre studio, qui recrutent aussi. Et puis il y a un truc où tu crées ton espèce d'agence, ton collectif de freelance. Ton collectif de freelance, ton agence. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est pas facile, c'est que quand tu as été habitué, quand tu as commencé freelance, à galérer à chercher des missions, à prospecter ou à créer ton contenu, et qu'après, à un moment donné, ce travail est fini par payer, et du coup, tu as des missions qui viennent. C'est pas facile, c'est pas inné aussi de dire non à ces missions. Et du coup, tu es tenté de dire oui, d'en prendre trop. Après, tu te dis, en fait, j'ai une limite, je peux pas tout gérer moi. Et du coup, tu vas prendre ces missions, tu vas les déléguer à quelqu'un, ou tu vas monter un truc. Et pour rester dans cet état d'esprit, je suis freelance, je choisis mes missions, et pour une que j'accepte, je dis non à 10. C'est pas facile, ça demande une maturité aussi que tout le monde n'a pas, et donc c'est pour ça qu'il y a certains qui deviennent plus entrepreneurs que freelance. Et puis attention, les freelances sont aussi une forme d'entrepreneur, évidemment. Ouais. Dernière question, et après on pourra peut-être poser des questions du public, et ensuite ce sera un petit cocktail. Je vais me faire un tout petit pas de côté par rapport à tout ce qu'on a dit là, parce que je trouve que tu as un business qui est très intéressant, toi, en tant que Samuel. Et un business qu'on voit assez peu chez les freelances. Je pense que je connais personne en France, peut-être que j'abuse un peu, mais je connais personne qui a un business comme le tien, en tout cas tu ne vends pas forcément une compétence comme on pourrait vendre de l'écriture ou du graphisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fonctionnes? Ouais, en fait, du coup, moi je fais des documentaires, ça c'est mon activité principale. La façon dont je fais des documentaires, c'est pas celle qu'on imagine, parce que du coup je connais rien en documentaire, l'audiovisuel. J'ai découvert ça il y a 3 ans par hasard, quand je voulais des formats plus ludiques, je vous disais. En fait, moi ce que je savais faire, c'était parler avec des entreprises, c'était créer un peu des cercles vertueux, des boucles de croissance avec des entreprises sur des sujets de communication. Donc quand je fais un documentaire, je m'entoure d'entreprises qui ont envie de prendre la parole sur ces sujets-là, qui sont traités en documentaire. Donc très concrètement, c'est du futur du travail. Donc c'est à la fois des grands groupes qui ont des enjeux de transformation interne, et c'est des entreprises qui ont envie de vendre des solutions sur ces sujets de futur du travail.
Donc, mon premier documentaire, par exemple, a été supporté, a été soutenu par Little Big Connection, également par mes amis de la Maïf qui sont présents ici, tout comme mon deuxième documentaire. Et donc, ces documentaires-là, en fait, on construit avec ces entreprises-là des formats autour de documentaires, qui sont des prises de parole dans des podcasts, dans des vidéos, qui sont des projections en interne pour l'animation des grands groupes. Ce qui nous intéresse plus encore que la communication, peut-être, c'est l'animation interne de communauté, du collectif interne. Comment est-ce qu'on arrive à amener de la transformation sur des sujets du futur du travail en interne. Donc ça, c'est des sujets que je fais avec ces documentaires-là. Et ensuite, ce documentaire, ou cette bande dessinée, me permet de gagner en visibilité, moi en tant que Samuel, et d'aller vendre des interventions, des conférences dans des entreprises. Donc effectivement, il y a en gros 90% de mon temps dans l'année, il est dédié à la création de contenu, documentaire, bande dessinée, plus récemment des podcasts, des web-séries, d'autres formats. Et après 10% de mon temps est dédié à aller partager ces contenus-là sur des formats de conférences, de prise de parole, d'ateliers, auprès majoritairement de grands groupes, mais de plus en plus aussi des regroupements de PME, de dirigeants, de rassemblements de DRH. Donc effectivement, c'est un business qui est peut-être particulier, mais qui moi me plaît bien, et aussi il est cyclique. Ce qui me plaît bien dans ce business, ce qui est intéressant, c'est qu'il est cyclique. C'est-à-dire qu'en avril, j'écris un documentaire et je le finance. À partir du mois de juillet, j'organise le tournage. De septembre à décembre, je tourne. De décembre à maintenant, je monte. Et ensuite, promotion du documentaire, écriture d'un nouveau, et c'est reparti pour un nouveau cycle au printemps. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions avant d'applaudir? Je passe mon micro, en fait, ouais. Merci, bonjour. Donc la semaine de 4 heures, ça semble... C'est jour. 4 heures, c'est Tim Ferriss. Ouais. Alors justement, c'était ma question. La semaine de 4 heures, ça semble très bien, très intéressant. Et donc j'ai lu ce livre, La semaine de 4 heures, qui semble encore plus prometteur. Qu'est-ce que vous en pensez? La semaine de 4 heures? Oui. Il faut demander à Tim Ferriss, mais celui qui l'a écrit, il ne bosse pas 4 heures. Il même beaucoup plus que ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense de la semaine de 4 heures? En fait, lui, en gros, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, c'est un bouquin qui explique comment est-ce qu'on crée des business qui, en gros, font gagner de l'argent quand on dort, ce qu'il appelle des muses. C'est intéressant aussi. Majoritairement, ça a encouragé toute une génération à se lancer dans le dropshipping, ce que je n'apprécie pas énormément. Je trouve que l'idée même de bosser 4 heures par semaine et de se dire, et après je fais quoi en fait? En gros, c'est quoi cette vision du travail où on se dit, je réduis au maximum mon temps de travail, c'est ça que le travail ne fait pas partie de la vie, et qu'en gros, on fait quoi à côté quoi. Donc, bref, c'est pas un truc qui me fait rêver, moi, la semaine de 4 heures, je me demande ce que je ferai le reste du temps quoi. Et donc la question qui vient avec, c'est est-ce que c'est pas plutôt destiné aux salariés plus qu'aux indépendants? La semaine de 4 jours? Oui. Je pense qu'en réalité, ça dépend de chacun. Je connais des indépendants qui sont sur la semaine de 4 jours aussi, ou sur la semaine de 3 jours. En fait, quand tu es indépendant, déjà, on facture pas tous les jours de la semaine, tous les mois. Le rythme, en fait, je pense qu'effectivement, ça a moins d'intérêt pour un indépendant dans le sens où le rythme, il est déjà beaucoup plus cassé pour un indépendant. Sauf si on travaille sur des contrats de 6 mois, de 12 mois en régie avec des boîtes, effectivement. Mais un indépendant qui s'organise différemment, il n'a pas forcément besoin de ce temps de repos-là parce qu'il peut s'organiser différemment dans sa journée. Après, pour un salarié, moi, j'étais pas convaincu d'un point de vue philosophique sur la semaine de 4 jours au départ, en me disant juste, en fait, ça veut dire qu'on veut réduire le temps de travail, sachant plutôt de nous éclater dans ce qu'on fait. Mais la réalité, c'est que les gens, ils font tellement de choses différentes avec cette semaine de 4 jours, que ce soit pour monter une autre boîte ou une activité juste passion, ou s'engager pour différents assos ou différents sujets qui leur parlent, ou juste prendre du temps pour eux ou pour leurs proches, passer plus de temps avec leur famille. Chacun se l'approprie ce temps et trouve une bonne raison de l'utiliser en fait. Donc j'ai l'impression que c'est assez positif. Mon retour après avoir creusé le sujet, c'est que c'est assez chouette et je m'attendais pas tellement à ça au départ. Désolée, je te fais tourner la tête. Je vais tourner mon corps pour te regarder. En plus, j'ai une question plus d'ordre personnel. Oui. Qu'est-ce qui, en fait, toi, t'a amené sur ces sujets-là? Pourquoi questionner le rapport au travail, le sens, etc. Quel est ton why? Alors, c'est une question qu'on m'a déjà posée, à laquelle j'ai fait une réponse suisse, et je vais te faire une vraie réponse. Alors, en fait, j'ai posé cette question en conférence, puis j'avais dit, sans tellement réfléchir, il y a 2-3 ans maintenant, mais c'est parce que c'est trop bien en fait de pouvoir aider les gens à trouver le sens, je me sens utile, c'est utile. Et en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit non, en fait, c'est du bonus si tu veux. C'est cool, c'est chouette de se dire que tu participes à un truc utile, mais c'est pas ça qui me fait lever le matin. Moi, je crois qu'il y a 2 sujets qui me font lever le matin. C'est la notion d'apprentissage déjà, c'est de se dire
que j'apprends toujours des nouveaux trucs et je me fixe un défi. Quand je fais un documentaire, je ne savais pas comment est-ce qu'on faisait un documentaire. C'est cette position d'outsider qui me plaît beaucoup. Pareil pour la bande dessinée. Et puis le deuxième sujet, c'est l'environnement de travail. C'est d'être avec les gens avec lesquels je bosse sur ces différents projets. Ça m'éclate. Après, sur le fond du sujet, pourquoi le sens au travail, c'est un peu un hasard. C'est même vraiment un hasard. Parce que j'étais en école de commerce quand j'ai commencé à bosser sur ce projet-là. Et en école de commerce, tu dois faire une césure de 6 mois. Et en fait, au moment où cette césure arrive, j'avais déjà été indépendant pendant 2 ans. J'avais fait une vingtaine de missions et j'avais monté une première société qui était une marque de vêtements. Donc je m'étais éclaté, j'avais goûté un peu l'indépendance. Et je voyais un peu les boîtes qui venaient recruter au forum sur leurs stagiaires. Je disais, mais jamais de la vie, c'est quoi votre délire en costume à la défense tous les jours, c'était ouf. Et donc ça me plaisait pas du tout. Après, bon, j'ai découvert que le travail, c'était pas que ça, que le costume à la défense, mais ça me tentait pas. Et il fallait que je monte un projet un peu sérieux pour l'école pour avoir le droit de ne pas faire de stage. Et donc j'ai monté ce projet de tour du monde sur les indépendants parce que je voyais des sujets à améliorer en fait sur la relation au grand groupe indépendant parce que j'avais déjà été freelance à ce moment-là. Donc j'ai choisi cet angle-là un peu par hasard. J'ai mis le pied dans le futur du travail et depuis j'en suis jamais sorti et je m'éclate. Salut.